là, ben justement, on va parler du site Dansereau. Peut-être vous en parler un petit peu rapidement avant qu'on aille à la capsule. En fait, la Dansereau, c'était deux hommes d'affaires. C'est Dansereau et Lazur, je crois. Donc, ils s'étaient mis ensemble pour faire une scierie. Et eux profitaient justement de la rivière pour faire descendre. Fait que oui, il y a eu de la drave, en fait. Ça me fait penser. Parce ils prenaient leur bio plus haut, les faisaient descendre. Et ça a duré, au début des années 1900, ça a duré seulement quelques années, malheureusement, parce que un des deux hommes d'affaires est décédé. L'autre a décidé de mettre la clé dans la porte. Donc, ça a fonctionné moins de 5 ans. L'usine a été démantelée, mais tout ce qui est la structure en pierre est resté sur place, ce qui nous permet aujourd'hui justement de passer au travers en vélo ou à pied. Un site qui est magnifique, qui est rempli d'histoire, mais qui n'a pas duré vraiment longtemps dans sa vraie époque. Alors, on va aller voir le petit montage et on se retrouve dans quelques instants dans un site chargé d'histoire à Pont-Rouge, le Moulin Marcoux. Ton père est parti voir sa sœur à Québec. Une chance que t'es là. Aucun problème, voyons. Je suis pas loin. T'es pas mal gentil. Pendant que je pense à ça, là, je suis allé prendre une marche la semaine passée à Dansereau avec la petite, puis elle me posait des questions sur les ruines. T'avais un oncle qui travaillait là, toi? Ben oui, c'était mon oncle Raoul. Mais il a pas travaillé là ben longtemps, par exemple. Mais il nous racontait tout le temps plein d'histoires là-dessus. Bien que n'ayant fonctionné que quelques années, la série Dansereau-Lazur a marqué l'activité économique de Pont-Rouge au début du 20e siècle. Il y avait, vers 1900, une importante scierie près de la rivière Jacques-Cartier. Propriété de M. Dansereau de Montréal et de M. Lazur de Saint-Rémy de Napierville, cette scierie était située à environ 2 km en amont du Pont-Rouge sur la rivière Jacques-Cartier. Les deux hommes qui avaient obtenu du gouvernement des concessions forestières ouvrirent aussi des chantiers. Des bûcherons abattaient des arbres pouvant atteindre 1 mètre de diamètre sur les rives de la Jacques-Cartier, tandis que des draveurs s'occupaient du flottage du bois jusqu'à la scierie. Un barrage avait été construit sur la rivière, en amont du rapide de la Chaudière. Arrivé au barrage, on dirigeait les billots vers le canal de flottage, un canal qui fut creusé à la main sur une longueur d'1 kilomètre. L'eau du canal activait la roue à aube, produisant ainsi l'énergie nécessaire au moulin. Tandis que la scierie employait une vingtaine d'hommes, les chantiers donnaient de l'emploi à près de 80 autres. La mort de l'un des propriétaires, M. Lazur, serait la cause de la fermeture de la scierie vers 1903. La scierie n'avait ainsi été en opération que pendant 2 ou 3 étés. La scierie fut démolie et le barrage dynamité vers 1921. Les 2 maisons des propriétaires furent déménagées et celles des employés, au nombre de 4, furent démolies. Mais c'est drôle qu'il reste autant de ruines de ce moulin-là 100 ans après sa fermeture, hein? Ouais, faudrait vraiment que j'y retourne. Je pense que je vais demander à ton père de m'accompagner. Why not? Alors, malheureusement, toute bonne chose a une fin. On aurait aimé ça continuer, là, mais on a quand même fait quelques émissions sur Pont-Rouge. C'était très passionnant avec Sylvain. Mais là, ici, on est à un centre névralgique. Puis là, vous allez comprendre qu'on ne se met pas trop proche pour 2 raisons. La première, c'est très bruyant. Mais surtout, la deuxième, et on va commencer par ça. Vous voyez ici, à votre droite, dans le fond, à votre gauche, à ma droite, excusez, j'ai un petit peu la fatigue. C'est un petit tunnel qui a une histoire vraiment extraordinaire et qu'il faut raconter, Sylvain. C'est vraiment intéressant. En fait, aujourd'hui, c'est un tunnel piétonnier, donc on peut traverser à pied. Mais autrefois, c'était le chemin principal qui passait là. C'est le chemin qui se rendait vers le boulevard Notre-Dame. Donc, au départ, quand ils ont fait le chemin de fer, la voie passait par-dessus. La voie était plus basse que ça.
Et le chemin passait par-dessus. C'était un passage à niveau. À un moment donné, c'est devenu dangereux. Donc, les voitures, et là, on remonte au début, avant 1900, donc fin 1800. Et à un moment donné, bon, ça devenait dangereux de passer là, avec les voitures et tout le kit. Donc, ils se sont dit, à un moment donné, ils ont remonté le chemin de fer. Ils se sont dit, on creuse un tunnel. Donc, ils ont fait un tunnel. Et là, ça fonctionnait très bien. Je veux dire, le train et les voitures, il n'y avait pas de danger qu'il y ait d'accident. C'est à peu près la largeur du chemin qui est ici, là? Un petit peu plus étroit que ça. Oui, ça passait un de large à la fois. On va le voir sur certaines photos là, qui pourront être dans l'émission. Et dans le fond, ce qui s'est produit à un moment donné, c'est que les voitures ont pris de l'expansion, mais surtout les camions. Ce qui a fait en sorte que les camions ne pouvaient plus passer. Donc, ils devaient faire un détour avec les camions. Et là, ça devenait problématique, donc pour les livraisons et ainsi de suite. Donc, il y a eu un grand changement qui a été fait. Justement, ils ont décidé de déplacer l'entrée du boulevard Notre-Dame. À ce moment-là, la section qui a été ici a été fermée. Ils ont gardé quand même le tunnel piétonnier. Mais l'entrée actuelle, autrefois, il y avait un bâtiment là. Et c'était un bâtiment de la ville. En fait, c'était la caserne de pompiers et l'hôtel de ville et l'administration étaient à l'intérieur. Ah oui, tu me dis que l'hôtel de ville était au le chemin? Exactement. Ah oui? Exactement. Donc, au départ, au tout début, ça a été seulement la tour de feu, parce que, dans le fond, pour faire sécher les tuyaux, ils étendaient les tuyaux, c'est ça, dans une grande tour. Et par la suite, bon, il y a eu un bâtiment qui a été fait à l'avant, dans lequel, justement, les bureaux administratifs de la ville étaient. Sauf que là, il fallait passer à quelque part. Donc, le ministère des Transports de l'époque a dit, ben nous autres, c'est là qu'on va faire passer la route. Il y a eu une expropriation qui a été faite. La ville en a profité, la municipalité, en fait, à l'époque, c'était pas encore la ville, en a profité pour faire la caserne de pompiers qui est plus haut sur le boulevard Notre-Dame. Et dans le fond, le chemin ici a été construit, dans le fond, pratiquement comme on le connaît aujourd'hui. Il faut penser qu'à l'époque, le moulin Marcoux, auquel on va parler très bientôt, était laissé à l'abandon. Donc, de faire des changements dans ce coin-là, eux avaient déjà pensé mettre à terre le moulin en se disant, bon, ben s'il faut qu'on agrandisse, on démolit ça, puis ça devrait bien aller. Ça change un petit peu la perspective quand on regarde le coin ici, parce que quand on regarde le coin, ça devait être le centre névralgique. On voit ici la résidence funéraire et le restaurant. Effectivement, ça devenait un coin névralgique. Tu m'en parlais tantôt, c'était une rue très importante. En fait, un élément important et intéressant, c'est que la résidence funéraire actuelle, autrefois, c'était le magasin général. Donc, oui, donc ça a été longtemps le magasin général. Il y a déjà eu des pompes d'essence ici. Et en face, ce qui est aujourd'hui la pizzeria Paquette, c'était aussi attaché au même commerce. Donc, il y avait plusieurs commerces tout au long de la rue ici. C'était moins développé vers le sud, ce qu'on connaît aujourd'hui, la rue du Collège. C'était vraiment ici, au nord, donc la rue du Pont qui était développée, qui se rendait beaucoup plus loin. Et quand on regarde plus loin sur cette rue-ci, ben, dans le fond, c'est du pont, c'est le prolongement du pont. Il y a des super belles maisons aussi à regarder du début du siècle. Bien, c'est en effet dans nos plus vieilles maisons. Donc, on a proche de l'église où il nous reste des vieilles maisons. Et les autres plus vieilles sont dans ce secteur-là, que certaines personnes connaissent pas nécessairement ce secteur-là parce que, bon, les gens rentrent en ville et tournent et s'en vont peut-être vers Saint-Raymond, ces choses-là. Donc, ne prennent pas le temps de s'en aller de ce côté-là, alors qu'il y a des très, très belles maisons et il y a beaucoup d'histoires avec ce coin-là, mais il faut remonter plus loin dans le temps pour les avoir. Et en terminant, à tout seigneur, tout honneur, on termine par le magnifique bâtiment qu'est le Moulin Marcoux, qui a failli être démoli en plus, c'est ça le pire. En fait, l'histoire du Moulin Marcoux est très intéressante et très au cœur de Pont-Rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Moulin Marcoux a été construit en fait, c'est quelqu'un qui l'a commandé, c'est M. Hippolyte Dubar, qui est un constructeur de navires qui avait justement des navires à Neuville. Et lui a décidé de faire ici un moulin à farine. Sauf qu'il est décédé très peu de temps après, dans des circonstances un peu nébuleuses. Moi, l'histoire de ce monsieur-là me passionne énormément parce que c'est un monsieur qui avait de l'argent, qui a fait construire des trucs, a fait construire des bâtiments,
a déjà siégé au gouvernement. Personne n'a de photos de cet homme-là. Donc, moi, ça reste un gros mystère. Et son nom a été un petit peu oublié parce qu'on appelle le moulin Marcoux parce que c'est David Marcoux qui a été le dernier à l'opérer. Donc, c'est pour ça que ça a gardé le nom Marcoux. La famille Marcoux avait une maison qui était sur le bord de la rivière un petit peu plus haut. Le moulin, dans le fond, servait justement à moudre de la farine, à faire de la farine. Et il y avait un grand dallot qui avait été fait pour prendre l'eau à partir de la rivière, mais on la prenait plus haut. On la prenait où l'île Notre-Dame actuellement, où il y a les fêtes de la Saint-Jean, ces choses-là. Donc, la petite rivière qu'on voit aujourd'hui, autrefois, il y avait un barrage et c'était beaucoup plus gros et l'eau était amenée jusqu'au moulin pour le faire fonctionner. Je suis allée prendre une marche avec ma tante Gisèle le matin. On a pris le sentier qui longe la rivière. C'est tellement beau, là. Ouais, c'est vrai. Mais je me rappelle jamais comment prendre ce sentier-là. Mais c'est facile. Tu le prends soit par la Maison des Riz ou soit par l'île Notre-Dame. OK. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas été là. Tu te souviens-tu les pique-niques qu'on faisait là-bas? Ben oui, je m'en rappelle. Il faut remonter en 1870 pour trouver les premières traces d'activité à l'île Notre-Dame. Lorsque M. Hippolyte Dubord fait construire son moulin à farine, moulin Marcoux, il utilise le ruisseau qui entoure l'île Notre-Dame pour y construire un dallot de bois. Ce dallot amène l'eau nécessaire pour actionner la roue qui servira à moudre le grain. M. Jean Paquette, commerçant de Québec, prend possession du moulin en 1878. Il décide alors de profiter du grand potentiel hydraulique qu'offre le canal de l'île Notre-Dame pour y édifier un second moulin. C'est en 1960 que le service des loisirs de la municipalité décide d'aménager un terrain de jeu sur l'île Notre-Dame. Il y avait alors possibilité d'y camper et même de s'y baigner dans un lac artificiel. Pour accommoder les usagers, des foyers, des tables à pique-nique ainsi que des toilettes avaient été aménagés. On érige une digue à même le ruisseau qui entoure l'île pour y créer un lac artificiel. Des vestiges de cette digue sont encore bien visibles sur l'île. La popularité du site est telle qu'on enregistre 25 000 présences sur l'île à l'été 1964. L'isolement géographique du site, accompagné d'un manque de surveillance, mène à de nombreux actes de vandalisme. Le point culminant de ces gestes sera l'incendie du pavillon principal au début des années 80. Le site sera par la suite laissé à l'abandon. Pont-Rouge a toujours eu un lien particulier avec la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Elle fut célébrée pour la première fois en 1934. Hey, ça serait le fun d'amener la petite, là. Je pense qu'elle aimerait ça lancer des galets dans la rivière. Oui, mais oublie pas ton appareil photo, par exemple. Parce qu'il y a vraiment des belles photos à prendre du moulin Marcoux et du pont. Par la suite, des problèmes financiers, différents propriétaires qui se sont succédés. On a arrêté complètement la production de farine. Ça a été laissé à l'abandon. Ça a été utilisé un petit peu pour différents trucs, là, salle de spectacle, mais je veux dire, artisanales, c'est ça, des salles de réunion. Mais ça a vraiment été laissé à l'abandon. Les vitres cassées, le bois qui pourrit. C'était en très, très, très mauvais état. Et puis, il y a un groupe de citoyens qui se sont dit non, et ça fait partie de Pont-Rouge, c'est un élément central à côté du pont. Il faut absolument le conserver. Donc, ils ont réussi à l'obtenir. En échange, cependant, et ça c'est stipulé dans l'acte de sécession, que ça doit servir absolument à des fins récréatives. Donc, on ne pourrait pas repartir une usine de quelque chose ou... Non, c'est ça. Il faut vraiment que ça soit d'exposition, de spectacle, ces choses-là. Et la Corporation des lieux historiques aujourd'hui a pris très, très soin de ce moulin-là depuis plus de 40 ans et en fait un élément très, très, très important de Pont-Rouge.
On reçoit de plus en plus d'artistes de renom. Je sais qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent pour eux autres. J'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes, donc des beaux projets qui s'en viennent. Ouais, une rénovation majeure qu'on essaie de faire aussi. Bien, c'est ça, entre autres. Donc, je pense que ça va être intéressant de le voir aller dans les prochaines années. Hey chérie, le Moulin Marcoux vient de lancer sa programmation de spectacle pour l'année. OK. Y a-tu des spectacles intéressants? Oui, vraiment? Faudra voir si on peut trouver quelqu'un pour garder Aurélie. Là, c'est une salle de spectacle, une galerie d'art, mais avant, il servait à quoi le moulin? Je pense que c'est un moulin à farine. C'est en 1870 que M. Hippolyte Dubord, alors constructeur de navires à Neuville, décide de faire construire un moulin à farine tout près du Pont Rouge. Le moulin est construit avec des pierres prises aux abords de la rivière. M. Dubord n'eut même pas le temps de voir son moulin achevé, car ce dernier tomba d'une fenêtre d'hôtel à Québec le 9 octobre 1872 dans des circonstances nébuleuses. Le coroner déterminera qu'il s'agissait d'un accident. Les propriétaires se succédèrent jusqu'à Joseph-David Marcoux en 1885. M. Marcoux fut le dernier à opérer le bâtiment en tant que moulin à farine. Il mourut en 1899 et la production cessa en 1900. Le moulin conservera le nom de Marcoux auprès de la population. Le moulin sera transformé pour servir à des fins récréatives, d'entrepôt ou d'atelier de menuiserie, selon les propriétaires. Le moulin fut laissé à l'abandon à partir des années 50. Le 13 juillet 1973, un comité formé de 5 citoyens décide de se lancer à la rescousse du moulin qui est alors menacé de destruction pour en faire un stationnement. Ils forment officiellement la Corporation du Vieux Moulin Marcoux, le 30 janvier 1974. La même année, la Domtar, alors propriétaire des lieux, fait don du moulin à la corporation et le contrat stipule: le donataire doit utiliser l'immeuble si haut décrit pour les fins d'un centre touristique et d'un centre d'art à l'usage de la population de la région de Pont-Rouge. De grands travaux sont alors entrepris et se termineront en 1980. En 2010, le Moulin Marcoux est officiellement reconnu Maison de la culture de Pont-Rouge. Une programmation relevée permet, année après année, de faire découvrir de nombreux artistes aux citoyens de Pont-Rouge et des environs. Bon, mais c'est super. On se voit samedi. Non, pas besoin de rien apporter, on s'occupe de tout. Bye. Tes parents vont prendre Aurélie pendant le spectacle. Cool! On va vraiment avoir une belle soirée. Donc, à partir de là, qu'on s'entend sur la mission, les objectifs, qu'est-ce qu'on entreprend comme démarche? Bien, c'est d'abord d'avoir des plans pour pouvoir restaurer avec les complications que ça peut avoir. Ouais. Alors, d'abord la toiture qu'il fallait restaurer, empêcher l'eau de s'infiltrer, de briser les gens. Je ne sais pas si vous auriez des photos ou des images On va voir, montées. c'est sûr. Oui, alors de l'architecture en haut, là, qui est de toute beauté, les poutres. Alors, il fallait préserver le bâtiment et on a décidé à ce moment-là de faire une toiture en bardeau de cèdre. Oh. Alors, parce qu'on nous disait qu'à l'origine, c'était un bardeau de cèdre, mais on s'est réavisé plus tard quand on a fait on a réaménagé la toiture, on l'a fait en tôle canadienne, comme elle est présentement. Okay. Mais la première était en bardeau de cèdre. C'était des corvées, là, du monde qui venait donner des heures et des heures de bénévolat, là, selon les corps de métier. Je me rappelle que des gens sont allés aussi sur les terrains de la Domtar, qui se sont fait donner des arbres pour pouvoir avoir des poutres là, de bonne grosseur, en cruche ou en épinette. La Domtar avait, sur le bord de la Jacques-Cartier, ces grosseurs d'arbres-là. Alors, des gens sont allés bûcher,
Oui, bénévolement, ils ont loué ou ils ont obtenu de la machinerie de Cap Santé pour sortir ces billes de bois-là. D'autres sont allés faire scier. Alors, c'était des chantiers qui sortaient un peu de l'ordinaire, oui. J'imagine. Alors, la toiture, mais d'autres. La toiture, travaux. la Tout restauration. l'intérieur. Hein? Ouais. Tout l'intérieur. Tout l'intérieur. Il ne restait plus rien. Parce qu'on OK. dit qu'il y a eu jusqu'à 500 bénévoles qui sont impliqués Oui. à ce moment-là pour la réfection du moulin. Ça va très vite, hein? Le nombre d'heures multiplié par le nombre de personnes. Puis après ça, il fallait avoir des levées de fonds. Hein? Ben oui, il y a de l'argent à Je me travers ça, là. je me rappelle de marché aux puces où tout ce qui existait de plancher était rempli de marchandises. Là, et je m'étais donné comme mandat de vendre une paire de culottes en ratine spéciale. Je l'ai vendu 10 cents, je m'en rappelle, pour faire des guenilles. Quelqu'un voulait faire des guenilles. C'est bon. Regarde-moi, tu vas. Mais voyez-vous un petit peu, Ouais. c'était dans la joie que ça se faisait. Là, Ça, sans on parle pression. toujours entre 70-80. Oui, autour des années 74, 74, 75, peut-être. hein. OK. Ouais. Donc, vous avez réussi quand même à mobiliser beaucoup de gens. Les gens de Pont-Rouge étaient d'accord avec ce projet-là. Tout le quand monde même. était d'accord. Et le seul handicap, c'est que la ville a pris beaucoup de temps. La ville de Pont-Rouge a pris beaucoup de temps à un moment donné avant de dire, écoute, on s'embarque On investit, là-dedans. Là. On ouais. investit. Ouais. C'est de la culture, puis Ouais. la culture, des fois, c'est un peu comme si C'est c'était un intangible, esprit. puis, Ouais, on c'est- a l'impression que c'est pas un investissement, mais dans le Ouais, fond, ouais. ça en est. Là. C'en est un, parce que Ouais. les grandes villes aujourd'hui, exemple Paris, on ne va pas là nécessairement. On va pour la culture, on va là pour ce qu'ils ont à nous C'est offrir, ça. les monuments, ces choses-là. Alors, Mais la communauté était très, très intéressée à sauvegarder le Oui. moulin. Ça, vraiment c'est- beaucoup impliqué. Là. C'est ça, c'est quand même une bâtisse qui est à côté de la Qui est centrale, rue, qui est ouais. centrale, à côté du pont et tout. C'est quand même un monument. Là, Ouais. dans les conseils d'administration qu'on a eus, ça n'a pas toujours été des présidents natifs de Pont-Rouge. Quand Raymond a laissé sa place, c'est Claude Ricard qui était de Québec, c'est un président de Saint-Basile, un président de Saint-Raymond, et les gens disaient, vous êtes chanceux, vous avez ça, vous autres, chez vous. Tu sais, Oui. Les gens de Fierté, l'extérieur là. nous le disaient en plus, vous Alors, êtes chanceux. Ça a renforcé le Oui, sentiment oui, d'appartenance. Avant de oui. terminer, j'aimerais remercier notre guide extraordinaire, Sylvain. Regarde, on a fait un beau voyage aujourd'hui, c'est incroyable. Les gens, ça fait quand même quelques semaines qu'ils font le voyage, mais nous, on l'a fait dans la même journée. Un gros merci, puis on t'encourage à continuer. Tu es vraiment hyper documenté, c'est vraiment impressionnant. Ben, ça me fait plaisir. Puis, dans le fond, continuer. Il y a le mémoire collective qui continue à être alimenté. Continuer à mettre des choses. Sortez des vieilles boîtes. Allez voir des gens que vous connaissez, des photos, des documents. Comme j'ai dit tout à l'heure, ben, la bibliothèque s'en vient aussi avec un élément plus au niveau patrimonial. Donc, vous allez entendre parler de ça. On va refaire découvrir l'histoire de Pont-Rouge. On va la faire sortir des boîtes. Tu me parlais tantôt, je veux pas je veux pas étirer, mais effectivement, une chose importante, c'est que la ville a acquis beaucoup de photos de M. Doré, Claude Doré, qui en avait ramassé. Et vous avez ça, et là, vous êtes en train de peut-être regarder un projet là-dessus. Bien, en fait, actuellement, si vous allez à l'hôtel de ville, les murs sont remplis de ces photos-là. Donc, il y a des gens là, qui s'attardent un petit peu, justement. Ils pensaient être là pour 5 minutes, puis ils sont là, ils repartent 1 heure plus tard parce qu'ils prennent le temps de voir toutes les photos. Mais c'est ça, on veut rapatrier ça, faire de quoi pour que, je veux dire, on n'est pas éternel nous autres non plus. Donc, il faut laisser des traces. Le livre du 150e en est un bon exemple qu'on a laissé. Passons, on oublie d'en parler. Effectivement. Passe sur la palette. Ah, oui, un livre que notre ami Sylvain a écrit, il faut le mentionner. Il en reste quelques copies si des fois des gens seraient intéressés. Il en reste 15 à 20 copies environ là, que vous pouvez vous procurer à l'Hôtel de Ville. C'est un livre qui réunit justement l'histoire, les 25 dernières années, donc depuis le dernier livre qui avait été fait par le comité du 125e. Et vous avez tout ce qui a été fait sur les fêtes du 150e. Vous avez des photos, des souvenirs de tout ça. Donc, c'est au coût de 35 $ à l'Hôtel de Ville. Il en reste 15 à 20 exemplaires. On a failli oublier ça. Puis tu me parlais aussi tantôt que peut-être éventuellement un musée, des choses comme ça, parce qu'on parlait entre autres, ça je vais y revenir, c'est une anecdote qu'on n'a pas eu le temps de parler, c'est la statue de l'école au début. Hein? J'aimerais que tu nous parles de cette histoire-là, c'est intéressant. En fait, je pense qu'on pourrait faire... Oui, c'est
encore 8 heures là-dessus. Mais autrefois, il y avait, dans le fond, le collège s'appelle le Collège Saint-Charles. C'est entre autres parce que le curé de l'époque s'appelait Charles. Et également, le saint patron du collège, c'est Saint-Charles-Borromée. Donc, il y a une statue qui avait été faite et qui était près du clocher. Il y a une espèce de petite niche. Et elle a été descendue en 91 quand il y a eu la rénovation du collège. Cette statue-là a été pas perdue, mais on ne savait plus trop qui s'en occupait. Et bon, elle a finalement, ceux qui l'avaient, c'était la commission scolaire. Ils ont décidé de la restaurer. Elle est complètement restaurée, elle est très, très belle. Là, présentement, c'est l'école qui l'a. Ils veulent la mettre en valeur. Je sais qu'il y a une plaque qui va être faite à cet effet-là. Là, c'est comment la mettre en valeur, mais ça devrait arriver sous peu. On va vous souhaiter un musée, je pense que ça vaut la peine, il y a du stock. Hein? Hey, merci encore Sylvain, puis on va te laisser continuer. Puis ceux qui veulent avoir plus d'infos sur l'histoire de Pont-Rouge, Mémoire collective sur Facebook, ça vaut la peine de Pont-Rouge. Alors merci beaucoup Sylvain. Ça me fait plaisir.